Salut à tous! La dernière fois, on a vu comment faire passer l'information entre deux points, soit à travers un câble ou des ondes électromagnétiques. Dans cette vidéo, on va voir comment organiser un réseau local avec ce qu'on appelle des adresses MAC. On va donc considérer un réseau local sans fil avec un certain nombre d'appareils, et un de ces appareils est un routeur qui permet de communiquer vers le reste d'Internet. On l'appelle le First Hop Router ou Default Gateway. On aimerait maintenant pouvoir identifier chacun des appareils dans le réseau local. Lorsqu'on voit passer une frame d'information, on aimerait savoir de qui elle vient et à qui elle est destinée. Donc il nous faut pouvoir adresser chacun des appareils. Alors si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez vous dire on a déjà les adresses IP, alors pourquoi on ne peut pas simplement utiliser celle-là? Le problème des adresses IP, c'est qu'elles ne donnent pas une identification des appareils, mais de leur localisation dans Internet. On a vu que DHCP donnait des adresses IP lorsqu'on connecte sur un réseau, mais ce n'est pas du tout garanti qu'on obtienne toujours la même adresse IP à chaque fois qu'on se connecte. Imaginez un réseau local d'entreprise où il y a des imprimantes connectées. Pour pouvoir leur envoyer des commandes, il faut bien pouvoir les identifier. Et à chaque fois qu'elles se déconnectent et reconnectent, elles risquent d'obtenir une adresse IP qui est différente. Et initialement, les appareils n'ont pas d'adresse IP, puisque justement, ils demandent au serveur DHCP de leur en donner une. Alors s'il n'y a pas d'identification, leur serveur DHCP reçoit une première requête, puis une deuxième, et ne sait pas s'il s'agit du même appareil qui fait une deuxième requête parce qu'il n'a pas reçu la première réponse, ou s'il s'agit d'un deuxième appareil qui fait aussi une requête. On a besoin donc de nouvelles adresses, les adresses MAC pour Medium Access Control, qui permettent d'identifier chaque interface réseau de chaque appareil connecté à Internet de manière unique au monde. C'est-à-dire que chaque smartphone, ordinateur, caméra, imprimante connectée, etc. a une adresse unique au monde qui est inscrite physiquement dans le hardware au moment de sa construction. Alors comment garantir que toutes les adresses MAC soient différentes? Eh bien les constructeurs doivent acheter un certain intervalle d'adresses MAC qu'ils peuvent utiliser pour leurs appareils. Donc par exemple, Samsung utiliserait les adresses depuis la numéro 130 000 jusqu'à la 700 000 et Apple utiliserait les adresses depuis 700 001 jusqu'à 2 millions, etc. ainsi de suite pour tous les constructeurs. Les adresses MAC sont constituées de 48 bits. Alors en informatique, on travaille toujours avec du binaire, mais c'est très long à écrire vu qu'il n'y a que deux symboles 0 et 1. On a vu que les adresses IP écrites sur 32 bits étaient converties en 4 nombres écrits en base 10 pour que ce soit plus lisible. Les adresses MAC, quant à elles, sont converties en hexadécimal. L'hexadécimal, c'est un système de représentation numérique en base 16. Alors, les 10 premiers symboles sont les mêmes qu'en base 10, de 0 à 9. Et pour le 10, on utilisera un nouveau symbole, le A majuscule. Et ensuite, pour les nombres de 11 à 15, on utilisera les lettres suivantes de l'alphabet de B à F. Et pour le nombre 16, on recommence comme pour les autres bases et on écrit 1, 0. L'avantage de l'hexadécimal, c'est que comme 16 est égal à 2 puissance 4, c'est très facile de convertir le binaire en hexadécimal et inversement. Chaque bloc de 4 bits correspond à exactement un symbole en hexadécimal. Pour les adresses MAC, on a choisi de diviser l'adresse de 48 bits en 6 blocs de 8 bits, donc 6 bytes. Et chaque byte est converti en hexadécimal, donc 2 symboles. Maintenant qu'on a les adresses MAC, on va voir comment les utiliser. Dans chaque frame qui passe, on a vu qu'il y avait un datagramme en payload et certaines informations dans l'entête. Dans cette entête, on va à chaque fois mettre l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Dans un réseau local sans fil, les frames se propagent à travers les ondes, donc si A envoie une frame à B, tout le monde reçoit cette frame, y compris C et D. Mais en regardant l'adresse MAC de destination, C et D savent que cette frame ne leur est pas destinée et ne la traitent pas. En revanche, B voit que l'adresse MAC de destination est la sienne et extrait le datagramme. Ce scénario, c'est pour quand l'expéditeur va envoyer un message à quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du réseau local. Mais s'il va envoyer un message à quelqu'un qui se trouve ailleurs dans Internet, on a vu qu'il doit faire passer le message à travers une série de routeurs. Pour envoyer un datagramme à B, A va donc mettre l'adresse IP de B comme destination, mais l'adresse du routeur R1 comme adresse MAC de destination. Le routeur R1 voit son adresse MAC en destination et extrait le datagramme. Il voit que le datagramme n'est pas pour lui selon l'adresse IP de destination. Il va donc le mettre dans une nouvelle frame avec son adresse MAC comme source et l'adresse MAC de R2 comme destination. R2 reçoit la frame, voit que la frame est pour lui et extrait le datagramme, mais ensuite il voit que le datagramme n'est pas pour lui selon l'adresse IP de destination et crée encore une nouvelle frame avec son adresse MAC en source et l'adresse MAC de B en destination. B reçoit la frame, voit que c'est pour lui, extrait le datagramme et voit que le datagramme est aussi pour lui et peut le traiter. Il est donc important de comprendre que les adresses MAC sont locales. Lorsque vous êtes au Wi-Fi chez vous à la maison,
Seule la borne Wi-Fi et les autres appareils dans la maison voient votre adresse MAC. Le serveur Facebook auquel vous vous connectez, par exemple, ne voit pas votre adresse MAC, il voit seulement votre adresse IP. Le scénario est donc différent si le destinataire se trouve dans le réseau local, dans ce cas-là on lui envoie directement la frame, ou s'il est en dehors, dans ce cas-là on envoie la frame au premier routeur. Mais comment savoir si le destinataire est dans le réseau local ou pas? Si vous vous rappelez, le serveur DHCP donne plusieurs informations lors de la première connexion. Entre autres, il vous donne le masque du subnet, c'est-à-dire le préfixe de toutes les adresses IP du réseau local. Lorsque A veut envoyer une frame à B, il regarde si l'adresse IP de B correspond au préfixe du réseau local. Si oui, il sait que B est à l'intérieur du réseau local, sinon B est ailleurs dans Internet. Tout ce système fonctionne très bien à condition de connaître les adresses MAC de tout le monde dans le réseau local. Mais initialement, ce n'est pas le cas, on connaît seulement les adresses IP. On a donc un protocole qui permet de trouver les adresses MAC qui correspondent aux adresses IP. C'est le protocole ARP. A veut envoyer un message à B, mais initialement ne connaît pas son adresse MAC, seulement son adresse IP. A crée donc une requête ARP qui demande quelle est l'adresse MAC de 192.161.0.4. Ce paquet est encapsulé dans une frame avec comme adresse MAC source l'adresse MAC de A et comme adresse de destination une adresse spéciale de broadcast qui est constituée que de F et qui signifie que cette frame est adressée à tout le monde. Tout le monde reçoit cette frame et seulement B voit que c'est son adresse qui est demandée. Il crée donc une réponse ARP pour dire « c'est moi, voici mon adresse MAC ». A reçoit la réponse et peut maintenant créer une frame avec l'adresse MAC de B comme destination. En même temps, A crée une entrée dans une table qu'on appelle la table ARP pour se rappeler quelle est l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP de B. Comme ça, la prochaine fois que A veut envoyer un message à B, il n'a plus besoin d'envoyer une requête ARP, il peut simplement consulter sa table. Tous les autres appareils du réseau font la même chose, ils ont tous une table ARP qu'ils mettent à jour. On a maintenant terminé avec le link layer. La dernière couche est le physical layer. Dans cette couche, il y a toute une série de protocoles qui déterminent de quelle manière physiquement on peut utiliser des ondes électromagnétiques pour envoyer des 1 et des 0. Donc par exemple, à quelle fréquence et amplitude il faut transmettre pour encoder un 1 et la même chose pour un 0. Je ne vais pas en parler parce que ça concerne surtout la physique. On a vu maintenant toutes les couches d'Internet depuis l'application layer jusqu'au link layer. Si vous avez réussi à vous accrocher pendant ces 7 vidéos, ben déjà bravo parce que ça fait beaucoup de contenu. Et surtout, j'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de comment Internet peut fonctionner. Mais je pense que ces vidéos sont pas suffisantes pour que ce soit clair. On voit chacune des couches de manière découpée et on ne se rend pas vraiment compte de comment est-ce qu'elles interagissent entre elles. Alors dans la prochaine vidéo, il n'y aura pas de nouveau contenu. Ce sera plutôt une sorte de résumé avec un seul exemple très détaillé. On prendra l'exemple tout simple de ce qui se passe quand on se connecte sur le moteur de recherche de Google et on verra toutes les étapes pour y arriver. À bientôt.